Mesdames et messieurs les élus des communes de la métropole, et il y en a, monsieur le conseiller départemental, je ne l'ai pas vu, monsieur le commissaire à la transition industrielle, il est là, c'est formidable, écologique et énergétique, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les représentants institutionnels, mesdames et messieurs les professionnels, cette journée est faite pour vous, mesdames et messieurs. Je suis heureux d'ouvrir cette deuxième édition du Business Meeting devant une audience qui ne cesse de croître, à l'image des enjeux d'un territoire qui a tous les atouts pour devenir un modèle de réindustrialisation décarbonée, un modèle national, voire mondial. Nous nous apprêtons à écrire la plus belle page d'une histoire de plus de 2000 ans, l'histoire de Phocis Marianis, le deuxième plus grand port romain de l'histoire. L'histoire de la plus grande ZIP, de la plus grande zone industrielle-portuaire d'Europe, implantée seulement dans les années 60, l'histoire d'un territoire qui se réinvente dans la résilience grâce à l'innovation. Le port de Fos possédera toujours les atouts géostratégiques de la connexion entre Méditerranée et Europe du Nord, du lien avec le monde entier. Encore faut-il se donner les moyens de lui désigner un destin. C'est ce que nous faisons tous à nos niveaux respectifs. La crise du Covid, la guerre en Ukraine ont été des électrochocs de nos dépendances, de nos déficiences. Depuis lors, la France entend reconquérir sa souveraineté industrielle, mais la reconquérir en créant des modèles vertueux de l'économie de demain. Car les deux crises que j'évoquais ne sont pas les seules. Le réchauffement climatique est la mère de toutes les menaces, celle qui condamne irrémédiablement l'avenir de l'humanité. Face à elle, la France doit reprendre le même rôle de leader qu'elle a incarné pour les droits de l'homme. La COP21 à Paris a probablement été le point de départ de ce que nous vivons aujourd'hui, le point de départ de la réindustrialisation décarbonée. À Fos, nous avons été les sentinelles du changement, les lanceurs d'alerte qui ont contribué à créer ces nouveaux modèles. L'industrie est devenue notre culture, mais nous nous sommes toujours battus pour le mieux industriel, celui qui ne porte aucun préjudice, ni aux salariés, ni aux habitants, ni à l'environnement. Aujourd'hui, les objectifs et les combats convergent. Nous devons nous en réjouir. Dans cette dynamique nationale, Fos occupe le centre des attentions et nous devons également nous en réjouir. Mais nous devons tous être au rendez-vous. Les industriels existants pour décarboner vos process, les porteurs de projets pour créer les nouveaux modèles industriels et économiques grâce à l'innovation, les pouvoirs publics et les partenaires territoriaux pour créer les conditions de votre réussite, de notre réussite à tous. Je me réjouis de la détermination des acteurs et de la vigueur des projets, mais je sais aussi que rien n'est gagné, que nous devons jouer collectif pour gagner. Ce n'est qu'ensemble que nous gagnerons. Nombre d'entreprises locales, nombre d'acteurs économiques me sollicitent depuis 2 ans pour rencontrer, pour connaître ceux qui feront l'industrie de demain. C'est ainsi que nous avons créé le premier Business Meeting avec cet objectif double, permettre aux porteurs de projets de connaître et de mobiliser les compétences des entreprises locales, faire en sorte que l'économie locale bénéficie directement de la dynamique et des retombées des projets. Je n'oublie jamais les acteurs historiques de la zone que nous devons aider à traverser cette période de mutation. Il est vrai, je vais sortir 5 minutes du texte, qu'autour de nous, les choses ne sont pas simples. La chimie ne va pas très bien, la sidérurgie a quelques soucis, et on a là deux représentants de notre zone, ArcelorMittal et Marseille-Gallia. On a besoin de tout le monde,
L'industrie historique, c'est elle qui a créé Fos. Donc merci à eux d'être toujours là, merci à eux de travailler sur cette mutation. Pleinement atteint en 2023, l'objectif s'est encore enrichi cette année avec un double dispositif. En effet, nos 8 porteurs de projets et tous nos partenaires seront également là cet après-midi pour s'adresser cette fois-ci à la jeunesse du territoire. Cette jeunesse est la condition sine qua non de notre réussite à tous. Il s'agira du prisme le plus large. Les collégiens de la ville, les lycéens de tout le bassin, les étudiants de toutes les composantes, les apprentis, les demandeurs d'emploi. Tous seront là et c'est exceptionnel de tous les réunir, comme il est exceptionnel de vous voir tous ici, dans la diversité de vos domaines, de vos responsabilités. Car l'un des défis majeurs auxquels les projets feront face sera celui du recrutement. Mais pas de recrutement sans formation, pas de formation sans appétence, pas d'appétence sans image. Voilà ce qu'il nous appartient de construire ensemble, un écrit, une image, un idéal. Comprenons tous une chose, ce qui se passe ne peut se passer qu'à Fos et maintenant. Et si ce n'est pas ici et maintenant, ça ne sera nulle part ailleurs et jamais plus. Travaillons donc à la création de la marque Fos, à l'incarnation d'un mouvement inédit et exceptionnel, ici avec nous tous. Dans notre feuille de route se trouve forcément la Cité de l'Industrie et du Port, le site qui rassemblera le grand public, les industriels, le site qui incarnera le changement d'époque, la renaissance d'un territoire après une histoire interrompue. Tout le monde aura sa place dans ce mouvement d'ampleur, du grand groupe qui accompagnera un projet au commerçant qui devra répondre à la nouvelle demande des futurs salariés de la zone. Ce Grand Ouest proscrit doit devenir un Grand Ouest de réussite et d'attraction. Tout le monde aura sa place, mais nous demandons des gages à l'État, aux partenaires territoriaux, des gages de la prise en compte de la vie quotidienne des Phocéens. Le premier de ces gages sera la création du réseau routier permettant aux habitants de vivre aux côtés de l'industrie sans être bloqués par des congestions de la circulation. Car de la circulation, il y en aura très vite avec les premiers chantiers. Donc de grâce, donnez les moyens aux infrastructures du territoire. Nous sommes à un tournant. Pensons positif et surtout soyons acteurs. Je remercie par avance les partenaires de l'événement et en particulier les 8 orateurs qui se succéderont après moi. Le Grand Port pour le projet d'EOS, Carbone, H2V, Gravity, Neocar, Marseille-Galia, Rhône Énergie et GF Biochemical. Ces projets, bien sûr, ne sont pas les seuls, mais j'ai tenu à vous proposer ce déroulé qui comporte aussi bien nos 4 projets en concertation publique, 2 sites historiques de Fos-sur-Mer qui partent sur une nouvelle histoire, un très beau projet qui change les codes de la chimie et enfin un projet d'aménagement du Grand Port qui assume enfin sa vraie vocation. Mesdames et messieurs, chers amis, cet événement est le vôtre. Saisissez-vous-en. À l'issue des présentations, chacun pourra échanger, je vois que ça a déjà été beaucoup fait, en bilatéral avec les stands. Et enfin, un cocktail vous permettra de conclure cette première demi-journée dans la convivialité. Bon business meeting à tous. Merci. Merci, merci Monsieur le maire. René Raymondy, maire de Fos-sur-Mer. On va donc, il l'a dit, faire un tour d'horizon des projets industriels. Je vais tout d'abord appeler Anastasia Touati, directrice de la valorisation du patrimoine et de l'innovation du Grand Port Maritime de Marseille. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cette invitation. Je vous rejoins. Je pense qu'il y a un défi très important aujourd'hui à relever pour notre territoire. Et je voudrais revenir un peu sur les raisons qui, finalement, incitent les industriels et la France à regarder Fos-sur-Mer
pour faire cette réindustrialisation. La première chose, c'est qu'on a une plateforme industrielle qui est unique, une plateforme industrielle portuaire avec des atouts considérables, des infrastructures techniques, industrielles, logistiques, avec des connexions au monde entier. Et bien sûr, ça fait sens en fait de voir la réindustrialisation et la décarbonation de l'industrie se réaliser ici, sur les bassins ouest du Grand Port Maritime de Marseille. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà un substrat avec une couche, on va dire, technique. On a également, bien sûr, un foncier à valoriser et puis des infrastructures très performantes qui nous permettent, donc, avec une couche d'innovation supplémentaire, de faire la réindustrialisation ici. Et donc, c'est beaucoup plus intelligent, en fait, de le faire dans un patrimoine industriel déjà présent que de rajouter, au milieu de nulle part, finalement, une industrialisation. Et donc, on a un territoire qui est véritablement riche pour faire cette décarbonation. Et je voudrais vraiment insister sur la particularité de la plateforme industrielle portuaire à Fos-sur-Mer, dans les bassins ouest du Grand Port Maritime de Marseille. Vous l'avez dit, monsieur le maire, on a un substrat humain qui est exceptionnel, un tissu économique dynamique, mais également des infrastructures performantes qui nous connectent au monde entier. Donc c'est aussi la vocation d'un port, celui du Grand Port Maritime de Marseille, que d'incarner ces possibilités pour incarner finalement la réindustrialisation et la décarbonation de l'industrie de demain. Et donc je veux bien qu'on passe à la diapo suivante, merci beaucoup. Le Grand Port Maritime de Marseille, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme unique, connectée au monde entier, donc c'est une connexion directe à 130 pays et 500 ports. C'est une porte d'entrée pour les marchandises. Donc vous avez ces dernières années 75 millions, entre 70 et 75 millions de tonnes de marchandises qui transitent sur le port maritime de Marseille. Et puis 45 millions de tonnes de vrac liquide. Et donc parmi ces vracs, il y a toujours aujourd'hui un tiers d'hydrocarbures. 1,3 million de conteneurs qui transitent par le port de Marseille, 4 millions de passagers. C'est aussi et surtout un domaine foncier important et qui attire, je pense, aujourd'hui les industriels de demain. Un foncier qui se partage entre nos deux bassins, comme vous le savez, les bassins Est à Marseille, qui sont 400 hectares. Je regarde le maire de Marseille, le maire de Fos, bien sûr. À Fos-sur-Mer, c'est la principale contribution à ce foncier, puisque c'est 10 000 hectares, donc ils sont répartis, bien sûr, en grande partie sur Fos-sur-Mer, et puis, bien sûr, sur Port-Saint-Louis-du-Rhône, Martigues et Port-de-Bouc. Le Grand Port Maritime de Marseille, c'est aussi aujourd'hui encore un port pétrolier, un port qui s'est largement construit sur des industries carbonées. Donc aujourd'hui, on est encore responsable dans la zone de 20% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est le défi de demain. Comment décarboner, comment faire cette transition énergétique ? L'ambition du port de Marseille aujourd'hui, c'est de devenir un port multi-énergie, un port qui permet du report modal et donc d'aller vers de la décarbonation et de la transition énergétique. Donc aujourd'hui, le port de Marseille doit faire face à des défis importants. Ce sont les défis de ce siècle. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées ces dernières années sur l'importance de notre souveraineté énergétique, mais aussi sur notre résilience en tant que nation pour faire face aux crises majeures que sont la crise sanitaire, le dérèglement climatique, mais aussi les questions de souveraineté énergétique et de dépendance, on va dire, à ces approvisionnements non seulement énergétiques, mais aussi aux énergies de demain décarbonées. Il s'agit donc d'avoir une vision pour l'avenir qui se résume en deux grandes questions principales. Comment sortir du modèle tout pétrole et aussi comment repenser l'approvisionnement de notre nation. Et donc les enjeux sont nombreux avec cette transition énergétique qui doit impérativement se matérialiser. C'est une nécessité pour le territoire, c'est une nécessité pour le port
puisqu'il en va de la pérennité des activités portuaires, des activités maritimes, mais aussi de toute une dynamique économique territoriale. Le port est un terrain privilégié pour assurer la transition énergétique, mais aussi assurer l'approvisionnement énergétique du pays pour une plus grande indépendance. La stratégie est simple, elle se décline en 3 grands axes: produire, fournir et acheminer les nouveaux vecteurs énergétiques de demain. Produire, et donc on en parlera tout à l'heure avec les porteurs industriels, sur place, ici à Fos-sur-Mer, les nouveaux vecteurs énergétiques, et notamment pour la décarbonation du transport maritime, mais également la décarbonation du secteur de l'aviation. Fournir, on a déjà été on a démontré qu'on a pu être un hub énergétique avec la possibilité de s'avitailler en GNL. L'idée, c'est de poursuivre cette dynamique avec les vecteurs énergétiques de demain, et donc d'être un hub d'avitaillement avec les vecteurs énergétiques que sont la production de méthanol pour le secteur maritime, mais aussi les secteurs de l'aviation, comme je viens de le dire. Et puis enfin, l'idée, c'est de pouvoir acheminer ces vecteurs énergétiques, et donc on mise également sur les investissements dans les infrastructures de transport de ces vecteurs énergétiques. On peut citer le projet, bien sûr, d'envergure nationale et européenne Barmar. Et il s'agit également de miser sur le rétrofitting de nos infrastructures existantes. On peut citer notamment dans une dynamique de conversion des infrastructures existantes le projet de transformation du terminal métallier d'Elenji pour accueillir aujourd'hui un terminal d'importation d'ammoniac bas carbone. Et donc le port, nous l'avons dit, a tous les atouts sur lesquels bâtir ce nouveau modèle: des infrastructures performantes, un écosystème dynamique et un foncier à valoriser. Aujourd'hui, l'incarnation de cette réindustrialisation verte se concentre, donc c'est la diapo suivante, sur un territoire particulier du domaine portuaire, c'est le Môle central. Bon nombre d'entre vous en ont entendu parler, puisque à l'issue des concertations que nous avons menées il y a près de 2 ans sur le territoire avec l'ensemble des acteurs, nous avons abouti à élaborer nos orientations d'aménagement de la zone industrialo-portuaire. Cette grande concertation a abouti à dégager plusieurs axes. Le premier, j'aimerais insister dessus aujourd'hui parce que c'est aussi un atout, je pense, du territoire et du port de Marseille, c'est d'identifier près de 4800 hectares pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour permettre la compensation environnementale des projets qui s'installent sur le domaine. Le deuxième grand axe, c'est d'identifier près de 700 hectares pour l'aménagement, pour l'industrie à vocation énergétique et à vocation de décarbonation. Et donc, ces dernières années, nous avons vu une accélération des implantations sur le grand port maritime de Marseille, avec l'arrivée donc de projets que vous voyez ici, et notamment, donc on cite souvent, on disait dernièrement les Big Four, mais maintenant on peut, je crois, parler des Big Five, que sont Carbone, H2V, Gravity, Elise Neocarb, et puis récemment avec la reprise d'Ascométal par l'entreprise Marchegaglia, 5 gros acteurs qui vont contribuer à cette réindustrialisation verte. Le point commun de 3 de ces grands projets, c'est le vecteur énergétique hydrogène, puisque l'hydrogène va servir de base à la production d'acier décarboné avec le projet Gravity, et à la production donc de nouveaux carburants alternatifs pour le secteur du transport maritime et pour le secteur de l'aviation, donc avec les projets H2V et Elise Neocarb qui, je pense, vous seront présentés plus en détail tout à l'heure. Bien sûr, le Môle central accueille aussi un projet qui est, lui, porté directement par le port, c'est le projet DEOS. Et donc on peut passer à la diapo suivante. Développer une nouvelle filière industrielle qui se base du coup sur une stratégie nationale de développement de l'éolien offshore, c'est l'ambition du projet DEOS. Vous connaissez le contexte national. L'objectif, c'est d'atteindre à l'horizon 2050 la neutralité carbone et puis, pour cela également, atteindre 33% de production d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique français. Pour les atteindre, l'État a élaboré 2 feuilles de route fondamentales.
donc la stratégie nationale bas carbone d'une part et la programmation pluriannuelle de l'énergie. La révision de ces documents en 2023 a permis de mettre en lumière une trajectoire, ce que doit être la trajectoire de déploiement des énergies renouvelables. Et pour la part d'éolien offshore, ce sont aujourd'hui 45 gigawatts de puissance installée qui doivent être déployés sur le territoire à horizon 2050. Et donc aujourd'hui, l'ambition du projet DEOS, c'est de contribuer à cette stratégie nationale de développement de l'éolien offshore. Et donc, on a un projet qui est, on peut le dire, pharaonique, porté par le Grand Port Maritime de Marseille, et qui incarne tout ce que le port peut faire de mieux pour un territoire, à savoir être un port aménageur d'une infrastructure très conséquente, techniquement, en termes d'investissement aussi, un aménagement qui va être porteur de valeur pour le territoire, qui va permettre de créer des emplois, et puis qui va permettre des échanges commerciaux mondiaux, des trafics maritimes, et donc c'est vraiment la quintessence de, finalement, quel peut être le rôle d'un port comme celui du Grand Port Maritime de Marseille pour vraiment apporter de la valeur ajoutée pour son territoire. Et donc, plus en détail, le projet DEOS aujourd'hui consiste en l'aménagement d'une plateforme de 75 à 80 hectares sur laquelle nous allons favoriser l'implantation d'une nouvelle filière. Cette filière se concentre sur le développement et l'élaboration en fait, de flotteurs et on pourra également y assembler sur place des éoliennes. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et puis, ce que vous voyez également en continuité de la plateforme, c'est un espace de stockage à flot pour pouvoir stocker à flot les éoliennes assemblées. Aujourd'hui, ce projet est très ambitieux. Il est porteur de sens, il est porteur d'espoir, il est porteur d'une dynamique nouvelle, dynamique qui contribue à la dynamique globale dont monsieur le maire vient de parler. Et donc aujourd'hui, bien sûr, pour ce faire, il faut des investissements conséquents. Et donc c'est des investissements très conséquents aussi pour le port, puisque c'est un projet comme on n'en a probablement jamais eu. Et donc ce sont 550 millions d'euros d'investissement qui vont devoir être rassemblés à la fois par des subventions publiques, mais aussi par des investissements propres du Grand Port Maritime de Marseille. Et ça me permet de faire la transition sur le défi justement global de l'investissement pour permettre l'accueil de nos projets. Donc c'est la dernière diapo. Le total des investissements pour l'accueil de nos projets sur ce territoire, c'est 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, c'est phénoménal sur la décennie à venir. Sur ces 12 milliards d'euros, 3 milliards d'euros seront apportés par le secteur public et près de 9 milliards d'euros seront apportés par le secteur privé. C'est considérable et nous devons véritablement être à la hauteur. Pour cela, on a la chance d'avoir un écosystème dynamique qui est porteur d'une dynamique économique territoriale importante. On peut citer Provence, fabrique des possibles, mais également le lab territorial, mais aussi et surtout des élus qui sont engagés, à l'image de votre engagement, monsieur le maire de Fos, comme le démontre aujourd'hui cet événement qui remplit toute une salle, la halle Parsemin. Donc c'est vraiment le témoignage non seulement du soutien que vous apportez, mais aussi de l'engagement des acteurs du territoire. Vous l'avez dit, il me semble, nous sommes dans une période budgétaire difficile, contrainte, un contexte qui est particulièrement inquiétant parfois et dont nous devons être à la hauteur. Les choix politiques sont difficiles et l'équilibre entre la baisse des dépenses et le maintien des investissements stratégiques est vraiment difficile à trouver. Mais il ne faudrait pas initier aujourd'hui un cercle vicieux où la baisse des investissements d'aujourd'hui impliquera la baisse des recettes importantes pour le territoire de demain. Une note positive tout de même, on peut rappeler la visite qui a eu lieu il y a 2 semaines des ministres de l'économie, de l'énergie, mais également de l'industrie, et qui ont annoncé le maintien d'une enveloppe de 1,6 milliard d'euros pour le soutien à la décarbonation de l'industrie. J'y vois un signal très positif, un signal qui montre que le territoire de Fos-sur-Mer, la décarbonation qui se passe ici,
est considérée comme une dynamique stratégique pour le pays, pour la nation. Et donc, je nous souhaite de continuer sur cette belle lancée et de voir ces beaux projets se concrétiser demain. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Anastasia Touati, directrice de la valorisation du patrimoine et de l'innovation du GPMM, le Grand Port Maritime de Marseille. On continue, on poursuit avec Carbone, Laurent Vergely, directeur des opérations industrielles. Messieurs, dames, bonjour. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et je voulais moi aussi renouveler les remerciements à Monsieur le maire. Bravo pour cette initiative qui va nous permettre de travailler ensemble, de faire en sorte de créer cet écosystème, y compris dans les relations entre les uns et les autres. Et puis cet après-midi, de découvrir ceux qui viendront nous accompagner dans la montée en puissance de nos dispositifs. Alors, je vais vous parler de Carbone. Je vais essayer d'être le plus... je dirais, strict possible par rapport au temps imposé, et puis surtout faire en sorte de vous apporter quelques éléments complémentaires. Bien évidemment, ce projet s'inscrit sur le site ou dans la zone, donc ça veut dire que certains d'entre vous sont très familiers avec le projet. J'essayerai d'actualiser un certain nombre de dimensions. Alors, première chose, Carbone existe parce qu'il y a eu une prise de conscience qu'on avait devant nous un enjeu colossal, qui était un enjeu de souveraineté et un enjeu de réaliser toutes les briques qui nous permettraient de faire cette décarbonation qui s'impose à nous et qui est vertueuse. Et donc, dans ce cadre, il y a eu un certain nombre d'analyses qui ont été faites avec une montée en puissance du marché que vous voyez sur la partie gauche. Vous pouvez aussi remarquer que le petit segment jaune, c'est la France. Donc, on n'est pas forcément en avance par rapport à nos collègues européens. Vous avez ici que la représentation européenne. Donc, vous voyez une montée en puissance avec une année 2024 où on devrait dépasser les 61 gigawatts d'installés. Et sur la droite, vous avez ce que sont les situations actuelles ou projetées des dispositifs de fabrication de ces briques. Donc, vous voyez que globalement, la capacité existante, elle est en 2023, elle était de 5 gigawatts. Et encore, quand on parle de 5 gigawatts, on parle des modules, pas forcément de ce qu'il y a en amont, qui est toujours de source chinoise. Vous voyez le marché total qui est estimé à 100 gigawatts dans un horizon 2030, et puis l'ambition en fait d'intégrer pour réaliser cette ambition une capacité en Europe de 40 gigawatts. Donc voilà grosso modo le cadre. Ce cadre, il a été pris en compte par la Commission européenne et il a donné lieu à un certain nombre de réglementations, d'évolutions, avec notamment le NZIA, qui va favoriser un contenu local, quand je dis local, c'est à l'échelle européenne, pour faire en sorte de créer cet écosystème qui nous a complètement été trusté par les Chinois. Force est de constater qu'on les a laissés faire et aujourd'hui, tout ce savoir-faire et tout l'écosystème, il existe en Chine et il n'existe pas en Europe. Alors la mission, fort de ce constat, fort de cette actualité et fort de cette prise en considération de ce que pouvait être l'émergence d'une nouvelle activité industrielle, nous invite à prendre le leadership, ou en tout cas à être un acteur majeur de la mise en œuvre de cet écosystème pour bâtir une filière, comme on en connaît dans d'autres secteurs, une filière qui est bien évidemment à la fois souveraine, à la fois pérenne et bien évidemment profitable, puisque l'objectif c'est d'augmenter la richesse de notre territoire. Pour augmenter la richesse, il faut être profitable et pas avoir de pertes. Alors la stratégie pour répondre à ce sujet-là, c'est une stratégie qui va s'appuyer sur, grosso modo, un certain nombre de briques, puisqu'on a toujours à l'esprit, certains l'ont plus que d'autres, que c'est difficile en France d'être compétitif par rapport à des Chinois. Pour avoir sévi 28 ans dans l'automobile, on a résisté, donc je crois qu'on est capable. Considérons que c'est en tout cas un élément sur lequel on a des capacités de compensation. Le premier, c'est de massifier, c'est-à-dire les dispositifs que vous avez vus disparaître, si je prends Systovi en France par exemple, sont des dispositifs qui étaient très petits, très très petits, et ce qui veut dire que les frais fixes, qui sont quand même un sujet important dans ce genre d'industrie, ne pouvaient pas être amortis. Donc la première dimension, c'est la massification. La deuxième, c'est l'automatisation. Notre usine sera 100% automatique. Alors vous allez me dire, elle est 100% automatique, mais il y aura 3000 personnes. Mais je vous expliquerai, j'y viendrai plus tard. Mais quoi qu'il en soit, c'est de s'appuyer là aussi sur des éléments déterminants de à la fois l'équilibre entre les ressources et les moyens,
mais aussi la qualité, puisqu'on est dans un monde où il y a une qualité stricte qui sera beaucoup plus facile à adresser avec un dispositif automatique. Le dernier élément, c'est manufacturing 5.0, 4.0, vous l'appelez comme vous voulez, mais globalement, c'est l'idée de dire que, comme on part d'une structure vierge, on va se permettre de prendre toutes les briques qui ont été mises à l'épreuve dans d'autres mondes et de les transposer pour avoir le plus de digitalisation possible de nos usages dans le cadre du manufacturing. Deuxième élément, c'est la verticalisation. Donc j'évoquais le fait qu'en France, en Europe, il n'y en avait pas aujourd'hui. Il y en a une en Turquie qui vient de démarrer. Mais globalement, c'est de partir du silicium jusqu'au panneau. Et là, on a 4 étapes ou 3 étapes, selon si on dit il y a d'abord les lingots, ensuite il y a les plaquettes, ensuite il y a les cellules, ensuite il y a les modules, ou on dit lingot wafer, c'est la même chose, donc c'est une seule unité. Quoi qu'il en soit, on va intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur pour réaliser ces panneaux. Troisième élément, c'est l'innovation. Et l'innovation, elle est portée par une brique qui s'appelle Carbon Lab, brique que je détaillerai un petit peu plus dans la suite de mon propos, qui nous permettra de faire en sorte de maîtriser cette R&D, tout simplement parce que si vous ne voyez pas évoluer les panneaux photovoltaïques, en fait, la chimie, ou la capacité à capter des watts et des photons, pardon, elle évolue tous les 2 ans. Donc soit on est maître du jeu, soit on subit ce que sont les orientations prises par l'Asie et la Chine en particulier. Et l'idée, c'est donc de consacrer de l'énergie à être capable de maîtriser cette évolution technologique et d'avoir toujours les meilleures solutions à offrir au marché. Donc ça, on a consacré et on y consacrera 3% de notre chiffre d'affaires annuel pour faire en sorte qu'elle ait les moyens de développer cette innovation. Et ça se fera bien évidemment avec des partenaires. Aujourd'hui, des partenaires comme le CEA, des partenaires comme les Fraunhofer en Allemagne, ont gardé le savoir-faire de tout ce qui est très en amont dans la logique de R&D, et on s'appuiera bien évidemment sur ces sachants de notre activité. Le dernier élément, c'est un accélérateur. Donc l'accélérateur, c'est le projet Carbon One. L'idée, c'est de dire comment on est capable de mettre des panneaux sur le marché. Quand je dis des panneaux, c'est principalement le dernier segment, c'est-à-dire assemblage des modules, pour faire en sorte de travailler l'écosystème, de commencer à établir des relations avec nos partenaires qui sont distributeurs ou installateurs, pour faire en sorte d'être prêt lorsque la giga arrivera avec, elle, 5 gigawatts, c'est-à-dire 10 millions de panneaux. Donc là, c'est en faire 1 million par an, la giga, ce sera 10 millions par an. Donc l'idée étant de préparer le terrain et d'être capable de s'approprier le marché. Planche suivante, le timing. Donc vous avez ces 3 briques et vous avez l'évolution dans le temps de notre avancement. Donc si je prends la partie Gigafactory, on est dans l'instruction du permis, on est dans l'enquête publique à ce stade-là, et en janvier, l'autorisation préfectorale devra être délivrée ou non délivrée. Début de construction, vous savez qu'il y a une période de recours des tiers. L'idée, c'est de démarrer en 2025, alors soit en début d'année, soit plutôt en fin d'année. Ensuite, début de production qui démarrera fin 2026, début 2027, si on réalise correctement notre agenda. Si on prend, alors vous voyez qu'il y a aussi écrit GF2, GF3. L'idée pour alimenter le marché européen, vous avez vu, 5 gigas, on est loin des 40 qu'on cherche à faire, et encore moins des 100 que sera le marché en 2030. Pardon. Donc l'objectif, c'est là aussi de multiplier ces dispositifs industriels en France ou ailleurs pour faire en sorte d'avoir suffisamment de ressources locales européennes, pour être capable d'alimenter notre propre marché. Le deuxième projet, c'est Carbon One. Donc Carbon One, c'est l'objectif d'identifier un site qui puisse accueillir de manière prédisposée ou pas une activité de modules pour être capable d'alimenter le marché et de faire ce que j'évoquais précédemment, préparer la relation avec tout l'écosystème pour être capable de mettre les bons panneaux sur le bon marché au bon moment. Donc ce projet-là, on est dans le cadre aujourd'hui sur une des solutions de fin d'instruction d'une session. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, donc on attend les résultats, sachant qu'aujourd'hui c'est la brique ou l'initiative numéro 1 qu'on a considérée la plus efficace. Maintenant, on attend la décision. Début de production, là celui-là est beaucoup plus rapide, puisque grosso modo, fin d'année 25, on est capable d'alimenter en panneaux photovoltaïques à hauteur de 500 MW le marché. La dernière brique, c'est Carbon Lab, je l'ai un petit peu évoqué, donc c'est le labo. Donc la sécurisation du site a été faite, on s'implante à Istres, dans l'ancienne zone à Areva. C'est un peu difficile de dire l'ancienne zone, mais bon, en tout cas celle que vous connaissez, à la frontière entre Istres et Miramas. J'y reviendrai.
Et le permis et la construction, on le démarrera qu'en 2026. Là, c'est plutôt l'idée d'articuler correctement ce qu'est la préoccupation que l'on aura sur la giga et bien évidemment le labo R&D. Ça ne veut pas dire qu'il passe en dernier, ça veut juste dire que dans l'agencement des différentes étapes, on a considéré que celui-là serait plutôt celui qui allait à la fin de notre vecteur de la première étape du développement de carbone. Planche suivante. Alors là, Carbon One. Donc Carbon One, c'est un projet. Donc le projet aujourd'hui, c'est une session de PhotoWatt qui appartient à EDF, dont les décisions devraient être prises très rapidement. Ça doit être cette semaine ou la semaine prochaine. Donc qu'est-ce que permet cette hypothèse-là? Elle permet, la première chose, d'être un accélérateur, hein, comme je le disais, d'être la capacité à préparer le terrain. C'est une brique qui reste de toute façon une fois la Gigafactory démarrée. Hein. L'objectif, c'est une fois de plus, on aura 5 gigas plus 500 mégawatts sur un autre dispositif. Donc il y a de la place pour tout ça. Et en fait, c'est une production française. Donc l'objectif était de fédérer tous ces éléments-là. La production, c'est grosso modo 500 mégawatts, je l'ai déjà dit, et 1 million de panneaux. C'est un maintien des emplois qui sont sur ce site aujourd'hui, 170, une extension potentielle, puisqu'on considère que pour faire du module, il nous faut plutôt 200 personnes. Et puis c'est grosso modo un investissement de 40 millions. Donc l'objectif de ce projet Carbon One, c'est de trouver une configuration comme celle-ci, dont on attend la décision de cession par EDF, pour être capable de dérouler les premières, je dirais, vulgarisations de ce qu'est la fabrication de ces panneaux, sachant que les panneaux, il y en a qui le font en Europe, mais sous la bannière carbone. Planche suivante, Carbon Lab. Donc vous avez ici le site. Alors ça, c'est dans sa version actuelle. C'est pas du tout la version finale. Donc là, c'est clairement positionner ce dispositif au cœur de toutes les briques carbone, faire en sorte que nous ayons la maîtrise de cette R&D. Trop d'acteurs en Europe n'ont pas la maîtrise de la R&D et subissent ce que sont les décisions de l'Asie et de la Chine. Donc le premier, c'est être capable de mettre là toutes les briques qui nous permettront de faire une innovation, à la fois sur les produits, mais aussi sur les technologies, faire en sorte de révéler celles qui sont les plus, je dirais, pertinentes, les plus efficaces et les plus attendues sur le marché. C'est aussi faire en sorte d'accompagner la formation. Vous savez que c'est difficile de former des salariés ou des futurs salariés si on n'a pas de dispositif opérationnel. C'est notre cas avec la Giga. On aura presque besoin des salariés au moment où les équipements seront installés et l'usine pourra, entre guillemets, montrer comment elle peut fonctionner, la recette du process et du produit. Donc ça va être un vrai sujet et ce territoire-là et cette partie de notre organisation d'entreprise peut nous le permettre. Les données, 14 hectares, presque 14 hectares, 33 millions d'investissements, 200 emplois. Donc voilà, grosso modo, la maille. Un soutien de l'État parce que l'État est très attentif à ce que nous faisons pour apporter une solution de décarbonation qui soit une solution européenne et bien évidemment française. Et puis des moyens financiers, je l'ai déjà dit, qui seront alimentés par 3% de notre chiffre d'affaires annuel. Planche suivante. Alors, la Gigafactory, vous la connaissez sans aucun doute un peu mieux. Elle est bien au cœur de la chaîne de valeur des panneaux photovoltaïques, et puis du début à la fin, de la partie silicium jusqu'aux panneaux. Et ce sont des ambitions de faire une compétitivité et d'avoir un dispositif compétitif pour être capable d'apporter les meilleures solutions au marché français et européen. On va passer une petite illustration du projet. Donc je suis désolé s'il y a quelques familiers parmi vous, j'en connais certains qui ont peut-être déjà vu cette vidéo, mais elle explicite un petit peu comment se positionne notre Gigafactory. Pour répondre aux défis de la décarbonation de nos activités, notamment de la production de notre énergie, le solaire est d'ores et déjà une pièce décisive. Or, à l'heure actuelle, l'écrasante majorité des cellules et des panneaux photovoltaïques sont importés depuis l'Asie, en particulier la Chine. C'est dans ce contexte que Carbone porte un projet industriel visant à renforcer notre indépendance stratégique en construisant en France une giga-usine avec une capacité annuelle de production de 5 gigawatts crête de cellules photovoltaïques, l'équivalent de 25 km² par an. À la clé, plus de 3000 emplois directs et 22 millions de tonnes équivalent CO2 d'émissions évitées sur 10 ans. Le solaire sera dans 25 ans la première source de production d'énergie dans le monde et il connaît déjà depuis 20 ans une croissance phénoménale. À ce jour,
L'Europe est le deuxième marché pour le photovoltaïque, juste derrière la Chine. L'Europe et la France ont fait le choix du solaire pour contribuer, parmi d'autres sources d'énergie, à atteindre nos objectifs climatiques. Comme d'autres technologies vertes, le solaire est également un vecteur de réindustrialisation. Carbone a fait le choix de s'implanter en région sud, au sein de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en raison de leur attractivité et de leur ambition écologique. La giga-usine serait implantée sur le grand port maritime de Marseille, sur la zone industriello-portuaire de Fos-sur-Mer, qui sont engagés dans une vaste démarche de transition énergétique. La giga-usine serait construite sur un site de 62 hectares, au cœur d'une zone à vocation industrielle ultra connectée. Les installations industrielles de carbone permettront d'intégrer verticalement le cœur de la chaîne de valeur du photovoltaïque. La première phase sera la production des plaquettes de silicium, appelées wafers. Cette phase débute par le travail du polysilicium afin de produire des lingots monocristallins. Ces lingots sont obtenus au sein de fours sous vide à argon. La matière première est fondue dans un creuset en quartz où elle est maintenue à l'état liquide mais à la limite de la solidification par chauffage. Elle est étirée à partir d'un germe et d'une tige en rotation lente pour en faire un lingot monocristallin d'environ 30 cm de diamètre et 5 mètres de long. Ce lingot est ensuite redécoupé en tronçons, puis en briques grâce à un fil diamanté. Les briques sont polies, biseautées, puis sciées en plaquettes ultra fines de 150 à 160 microns environ. La deuxième phase sera la fabrication des cellules solaires sur la base de ces plaquettes de silicium. Cette phase comporte une dizaine d'étapes successives de traitements physico-chimiques, texturisation, diffusion, dépôt, traitement thermique. L'avant-dernière étape consiste en la métallisation afin de créer un circuit électrique capable de conduire les électrons. Enfin, les cellules sont testées et contrôlées. La troisième phase sera l'assemblage des modules photovoltaïques, encore appelés panneaux solaires. Après l'interconnexion des cellules ou demi-cellules entre elles, le laminage permet d'assembler la membrane arrière étanche, le film polymère encapsulant, la plaque de cellules et le verre trempé. Le laminé est ensuite encadré au sein d'un châssis en aluminium et équipé d'une boîte de jonction. Une fois achevé, le module est testé sous lumière artificielle calibrée afin d'évaluer ses performances et de garantir sa qualité. Enfin, il est procédé à son emballage et à sa palettisation. Grâce à ce procédé industriel performant et éprouvé au sein d'installations industrielles optimisées et 100% électriques, Carbone pourra produire en France et commercialiser à grande échelle des cellules et des panneaux compétitifs, fiables, durables, haut rendement et très bas carbone, dans le respect des meilleurs standards en matière sociale et environnementale et avec une garantie de traçabilité totale de la chaîne de valeur. Carbone, le photovoltaïque fabriqué en France. Alors je vais profiter de la suite pour repositionner quelques dimensions. J'ai vu que certains ou certaines étaient surpris. La première chose, il y a une communication qui est faite avec des process qui sont ceux de Kalion, qui est la dernière usine installée en Turquie, qui fait 2 gigawatts de l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais ça ressemble à, grosso modo, les dispositifs dont nous disposerons sur la partie Gigafactory. Deuxième élément, le site, c'est celui-là maintenant. Donc vous voyez que c'est un petit peu évolué. Alors déjà, c'est plus 62 hectares, c'est 45. Ne modifiez pas les compensations, surtout. Et c'est aussi un site qui a permis de faire cette réduction en considérant qu'on pouvait mettre les process les uns sur les autres. Donc vous voyez que là, il y a 2 bâtiments principaux qui sont des bâtiments 2 étages dans lesquels on va faire fondre le silicium, découper les plaquettes, faire les plaquettes, et le deuxième bâtiment sur lequel on va être capable de faire en haut les cellules, en bas les modules. Donc voilà pourquoi on a réussi à réduire notre empreinte foncière pour avoir quelques éléments positifs. Un autre élément positif, c'est si vous regardez sous giga, vous voyez que la roubine, pour ceux qui sont connaisseurs, elle fait un angle. Donc ça, c'est un sanctuaire. On a sanctuarisé cette zone. Initialement, on avait prévu de mettre le bâtiment administratif dans cette zone. On l'a occulté compte tenu de l'impact sur la faune et la flore. Donc ça, c'est un premier élément. Et il y en a un deuxième qui est juste devant les transfos,
là où il y a 3000 emplois, où il y a aussi une surface qui est sanctuarisée. Donc l'objectif, c'était de bien intégrer ce dispositif dans le système existant avec les éléments à intégrer dans notre construction ou dans notre plan de masse. Alors les chiffres, vous les avez ici, donc 10 millions de panneaux, l'usine 5.0, j'en ai parlé, 5 gigawatts de production, et puis la dimension peut-être nouvelle, bon, les 40 millions de tonnes de CO2 économisées en 10 ans, mais 3000 emplois. Donc je vais juste venir sur comment ces emplois sont répartis très rapidement. Et puis 1,7 milliard d'investissement. Donc voilà globalement le panorama de cette Gigafactory. Et aujourd'hui, donc rendez-vous en janvier avec l'approbation que nous souhaitons de notre permis de construire. Alors simplement, parce que ça c'est un petit peu moins attractif, c'est comment ça va se passer pour nos employés. Donc on a dit 3000. Très rapidement, le réglage des opérations dans ce genre de dispositif, c'est le plus possible. On tourne. Donc ça veut dire que là, vous voyez, 351 jours. Vous savez aussi combien il y a de congés en France. Si je prends que les légaux, ça va aller chercher au-delà. Donc ça veut dire qu'on va avoir une contrainte avec une fermeture uniquement de 2 semaines et une continuité d'activité pendant ce temps. Cette continuité d'activité, on va la trouver avec des solutions qu'on n'a pas encore complètement identifiées, mais qui permettront de remplacer les personnes qui seront en congé individuel et les RTT, puisqu'il y a quelques dispositifs qui aujourd'hui nous limitent dans la capacité à produire la quantité qu'on doit produire, sachant que ce ne sont pas des process qu'on peut régler en fonction du nombre de panneaux qu'on veut au bout. C'est très difficile compte tenu de tout ce qui est sur les produits chimiques, comme les encapsulants ou toutes les matières chimiques. 5 équipes équilibrées. Ça veut dire qu'on soit de matin à la semaine ou de week-end, on a la même quantité de personnes, 560 ordre de grandeur, personnes en équipe, avec pour la semaine du 3-8 et pour le week-end du 2-12. Donc voilà le dispositif et on va faire en sorte d'intégrer ce dispositif dans l'écosystème de manière la plus confortable possible. Bon, après, vous avez la description. Si je prends juste les qualifications, vous voyez que les opérateurs, c'est 1880. Les techniciens, c'est 711. Donc, un vrai dispositif de production sur lequel il y a plus d'opérateurs que d'ingénieurs. Et puis 233 quand même ingénieurs pour être capable d'adresser la totalité de l'activité sur ce périmètre de la Giga. Planche suivante, je vais passer rapidement, mais parce qu'on le verra cet après-midi. Bon, globalement, on est en train de construire ce que va être notre trajectoire et notre feuille de route pour arriver à attirer des talents et les recruter. Avec bien évidemment des atouts attractifs. J'en parlais avec Monsieur le maire il n'y a pas très longtemps. Donc la Gigafactory en elle-même ou l'activité de cette Gigafactory devrait être un élément d'attractivité pour les jeunes générations. La difficulté viendra peut-être plus de ce qu'il y a autour. Une darse d'un côté et puis, grosso modo, rien d'autre. Donc il va falloir développer ce qu'est l'attractivité de la sphère plutôt privée de nos employés plutôt que la sphère professionnelle, que là on maîtrise et sur laquelle on est capable d'apporter les bonnes réponses. Et c'est en cours avec les soutiens de toutes les autorités qui permettent de définir les plans d'action. Donc ça nous permettra aussi de réenchanter l'industrie, et je crois que ça aussi c'est un élément important qui a été évoqué par certains des intervenants, en particulier M. Raymondi. Des actions, alors les actions c'est de faire connaître notre projet, de se faire connaître, cet événement en est une illustration, pour faire en sorte en permanence avoir un lien et être capable de susciter des vocations si elles ne sont pas déjà suscitées chez nos jeunes générations. J'en ai terminé, je crois. Merci à vous. Merci beaucoup Laurent Vergely, directeur des opérations industrielles chez Carbone. On enchaîne avec H2V, François Guillermet, directeur de projet. Comme ça, oui, c'est bon. Donc bonjour à tous. Écoutez, merci d'être venus en nombre aujourd'hui. On est très heureux de participer à cette deuxième édition du Business Meeting. Donc on était là l'année dernière avec déjà beaucoup de monde et j'ai l'impression encore plus de monde cette année. On est très content de participer à cette aventure aux côtés des autres porteurs de projets et évidemment avec le soutien plein et entier de la mairie de Fos qui a démontré une fois de plus sa capacité à organiser des événements de ce type.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler du projet H2V Marseille-Fos qui, depuis un an, a évolué. On a évolué notamment pleinement vers la production des carburants de synthèse. Pourquoi ? Parce qu'on est des gens pragmatiques et donc on veut faire ce projet. Alors, si vous pouvez passer. Donc, je vais pas rappeler. Donc, de manière générale, on est là aujourd'hui pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à venir nous voir à la fin de cette session d'intervention. On sera là pour répondre. Donc, je vais être assez rapide sur la présentation du projet et je vais aller directement sur les éléments qui peuvent vous intéresser, puisqu'on a un business meeting, savoir finalement quelles sont nos échéances. Je pense que c'est un peu la question que tout le monde se pose. Quel calendrier, de quelles compétences on a besoin? Donc, je vais essayer d'aller rapidement tout de suite au but. Donc, si on peut passer ça. Voilà, en quelques mots, pourquoi les carburants de synthèse? C'est assez simple. C'est qu'il y a des réglementations européennes qui sont contraignantes, en particulier sur le domaine aérien. Donc, dans l'aérien, dès le 1er janvier 2030, les compagnies maritimes auront des obligations d'incorporer des carburants de synthèse. Sur le maritime, notre analyse, c'est que ce sera un petit peu plus tardif sur les carburants de synthèse. C'est plutôt l'échéance 2035. Mais de manière générale, les volumes sont très importants à ces échéances. Donc on doit être au rendez-vous. Voilà, il faut que sur le territoire de Fos, il y ait de la production de carburants de synthèse. D'ailleurs, il n'y a pas un projet, mais 2 projets. Maxime en parlera tout à l'heure. Donc tout simplement pourquoi? Parce que le marché, il est là et on est sur un site qui est absolument propice à la production de ce type de carburant. Si vous pouvez passer. Alors donc voilà, pourquoi un projet à Fos-sur-Mer? Donc ça a été dit. Projet H2V et comme les autres projets sur le môle central. Donc pourquoi ici? Il y a des débouchés locaux. Donc sur l'aérien, le quart sud-est globalement c'est à peu près, c'est la 2e zone de consommation en France. Sur le maritime évidemment, donc le port de Marseille qui est un port majeur de la façade méditerranéenne. Donc il y a des débouchés. Mais il y a aussi une infrastructure existante, ça a été également dit par Anastasia. Donc on va finalement réutiliser des infrastructures. Donc ça c'est bénéfique pour diminuer les investissements nécessaires. Et il y a, ça c'est la démonstration aujourd'hui, un tissu industriel qui est très fort. Donc on peut s'appuyer sur des compétences qui sont existantes. Finalement on va faire des activités qui sont nouvelles, mais en s'appuyant sur des compétences qui existent, puisque des matières, l'hydrogène aujourd'hui, c'est manipulé dans la zone industrielle portuaire de Marseille. Fos. Les carburants, pareil. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer la filière, préparer la suite, finalement, des filières existantes. Alors, une vue 3D du futur site. Voilà, ça peut se ressembler, finalement, au site que vous avez l'habitude de voir. Donc, on est vraiment dans cette démarche de construire une nouvelle filière, mais en bâtissant sur ce qui existe aujourd'hui sur la zone. Alors une dimension qui est très importante pour nous, c'est la dimension partenariale. Donc depuis l'année dernière, notamment, ce qui a beaucoup avancé, c'est en fait s'appuyer sur des partenariats forts. Donc le Grand Port Maritime qui est depuis longtemps actionnaire du projet. On a signé un partenariat stratégique avec l'aéroport il y a quelques semaines. Le projet Rhône CO2 qui est représenté aujourd'hui par LNG. Donc, qui est aussi un élément important, puisqu'en fait, la production de carburant de synthèse, ça va être de l'hydrogène, du CO2. Donc, on est en train de construire une économie sur la base de ces 2 briques. SPMR également, donc le transport de kérosène. Donc, ça a beaucoup de vertus. Ça nous permet de desservir le kérosène sur une vaste distance, mais également de diminuer le trafic. Et puis, point qui est très important pour nous aussi, c'est un partenariat avec Hy2Gen, qui va nous permettre de renforcer les expertises et les complémentarités pour le développement du projet. Le calendrier. Donc voilà, en fait, il faut partir de la fin. Donc on vise une mise en service commerciale. Donc il faut être en capacité de fournir aux compagnies aériennes, notamment, le carburant au 1er janvier 2030. Pourquoi? Parce que c'est à cette date qu'elles auront des obligations. Donc finalement, ça nous impose un calendrier qui est finalement très tendu, puisqu'on doit démarrer la construction début 2027. Donc on planifie à peu près 2 ans de construction. Et puis une année, 2029, qu'on va qualifier d'année de mise en service, de commissioning, comme on dit dans le jargon. Voilà, donc vous voyez que c'est un calendrier qui à la fois... 2030, ça peut paraître très loin, mais en fait, on est déjà quasiment... on y est, quoi.
Et donc juste derrière, je pense que c'est la planche qui est la plus importante pour vous, c'est quels sont les besoins en termes de ressources complémentaires. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Donc voilà, on a découpé en 3 étapes. La première étape, aujourd'hui, c'est celle dans laquelle on est, c'est la phase d'étude. Donc nos besoins aujourd'hui, c'est des besoins cabinet d'ingénierie, tous les bureaux d'études et globalement toutes les expertises qui vont être mobilisées pour être dans la phase développement de projet. Donc cette phase étude, elle va être suivie derrière par une phase de construction. Et donc là, sur la construction, donc voilà, ce qu'on a indiqué, ce sont des sous-traitants spécialisés interviendront aux côtés des grandes entreprises de la construction. Donc aujourd'hui, H2V ne sera pas finalement la société de construction, c'est bien des sociétés de construction qui derrière feront appel aux compétences du terrain. Donc voilà, c'est ce maillage et puis cette mobilisation des ressources locales par des grandes entreprises de construction qu'il faudra organiser. Et puis derrière, on sera en phase d'exploitation, donc dès 2029. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose que ce que vous faites aujourd'hui, fournir des services aux entreprises, aux sites qui existent aujourd'hui. Ce sera les mêmes types de services, voilà, sur de la maintenance industrielle, de l'exploitation, des services annexes comme du gardiennage, etc., etc. Voilà, c'est ce type de service dont on aura besoin. Voilà, je crois que j'en ai fini. Voilà, j'en ai fini. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous pour répondre à toutes les questions. On est là aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup François Guillermet, directeur de projet développement chez H2V. Place désormais à Gravity, José Noldin, présidente, directeur général. Il y a du monde là-bas. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je me tiens à remercier et féliciter Monsieur le maire Raymondi pour l'organisation de ce business meeting. C'est incroyable de vous voir nombreux ici. C'est une belle opportunité pour nous aussi d'échanger avec l'écosystème. Donc, merci, félicitations. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler de Gravity, faire un point d'avancement. Ravi d'être là. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour un match de basket. Mon équipe favorite en France, en fait, c'est le Bayers. Donc, voilà. Allez, go Bayers, hein, on est là pour vous cette année. Donc, parler de Gravity, j'aime bien toujours commencer pourquoi qu'on est là, pourquoi qu'on fait ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de discussions sur la situation de marché, des discussions politiques. Est-ce que le marché, comment les choses vont se développer? En fait, il ne faut pas oublier pourquoi qu'on fait ça. Et on fait ça parce qu'en fait, le changement climatique, il ne regarde pas les discussions politiques, les intérêts d'un et des autres. Donc voilà, on a un combat à mener, c'est concernant le changement climatique. Et nous, en tant qu'industrie de l'acier, on est responsable aujourd'hui à peu près à 8% des émissions de CO2. Donc, il faut décarboner l'industrie de l'acier. Je pense que ça, c'est un constat, ce n'est pas une opinion. Il faut qu'on fasse. La bonne nouvelle, c'est que 80% de ces émissions, en fait, sont concentrées sur la partie amont, l'étape intermédiaire de production de fer métallique. Donc, c'est là que Gravity a l'ambition de jouer un rôle. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, Gravity, tout d'abord, je voudrais clarifier encore une fois, on n'est pas un sidérurgiste. En fait, notre idée, notre ambition, c'est d'être complémentaire, de travailler main à main avec les sidérurgistes pour accélérer et être un partenaire dans leur roadmap de décarbonation. Donc, nous, Gravity, la société a été créée par 6 actionnaires leaders dans leur position dans la chaîne de valeur, avec l'ambition d'être un producteur de fer métallique décarboné, un produit qui s'appelle DRI, HBI, qui est produit par la réduction du minerai de fer avec l'hydrogène que nous, on va produire sur place. Donc, faisons ces produits-là, le DRI au HBI, qui après sera utilisé pour les sidérurgistes pour faire l'acier décarboné qui va alimenter, qui sera utilisé dans les voitures et des autres applications. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on utilise de l'acier un peu partout. Pourquoi Fos-sur-Mer? En fait, je pense que beaucoup a été dit déjà, mais effectivement, c'est une localisation
avec un hub stratégique. Ici, on trouve une logistique qui est très intéressante pour les entrants, pour les sortants. Aussi, avec toute une compétence, un héritage industriel qui ça nous intéresse beaucoup. Pour faire un projet, si je partage quelques chiffres, encore une fois, Gravity, c'est 2 millions de tonnes de DRI, HB qui seront produits. Pour faire ça, il nous faut amener 3 millions de tonnes de minerai de fer. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est une ZIP, c'est une zone industrielle portuaire. Il ne faut pas oublier la partie portuaire, et nous, on est très conscients de ça. Donc, on est fiers de contribuer à la pérennité des activités portuaires ici, dans cette zone. Création de 500 emplois à terme, et avec une production d'hydrogène d'ordre de 120 000 tonnes. Donc, c'est que ça a besoin de 700 mégawatts de capacité d'électrolyse. Un projet comme ça, un enjeu comme ça, il faut faire avec beaucoup de collaboration. Et on est fiers d'avoir déjà avec nous des acteurs majeurs. Ici, par exemple, je voulais juste souligner, par exemple, sur la partie digitale, on travaille avec des sociétés comme Siemens, qui est un leader global qui nous appuie sur toute la partie digitalisation du projet jusqu'à l'opération. Et aussi un partenariat qu'on vient d'annoncer, ça fait une dizaine de jours avec Rio Tinto, qui est le plus grand producteur au monde de minerais de fer, qui va nous aider avec la fourniture de pellets, mais aussi nous aider avec toute la partie de marketing et vente de produits avec le marché. Il y a des autres acteurs, par exemple, comme l'État. Nous aussi, on a un projet qui a été choisi comme un projet d'intérêt national majeur. Donc, on est vraiment fiers de l'écosystème qu'on est en train de former là autour de Gravity. Niveau de timeline, donc on avance et on avance bien. Les études d'ingénierie, niveau de FEL 2, c'est un peu de technique de développement du projet là. Mais FEL 2, c'est un peu le basic design. On est en train de finaliser pour commencer la FEL 3. C'est un peu les études détaillées. Avancer sur toutes les études pour faire le dépôt des autorisations et avoir la décision d'investissement vers 2026. Et avec la décision 2026, on commence la construction et démarrage des équipements. C'est la partie commissioning qu'on appelle vers fin 2028 pour être opérationnel. Les premières factures pour finalement payer mon salaire avec notre propre activité vers 2029. Donc voilà un peu de Gravity, où on est, qui nous sommes, et ravis de vous rencontrer au notre stand, juste en face avec mes collègues pour regarder comment que nous, on peut travailler ensemble pour développer ces beaux projets et avoir tous les résultats qu'on a l'ambition de porter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Josine Holdin, présidente directeur général de Gravity. On continue notre tour d'horizon avec Élise Neocarbe, Maxime Vigo, chef de projet. Bonjour à toutes et tous. Je voulais remercier le maire. Cher René, merci pour l'accueil et pour l'organisation de ce forum. On est très heureux de pouvoir présenter le projet ici. Et cher Christophe, chose promise, chose due, on est avec les bailleurs aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le projet Neocarbe. Donc le projet Neocarbe qui est une plateforme industrialo-portuaire de molécules bas carbone sur la ZIP de Fos. Donc d'abord, je voulais dire un mot sur Élise Énergie, le porteur de projet, donc qui porte le projet Neocarbe. Élise Énergie, on est une PME française indépendante avec une mission qui est de fournir des solutions bas carbone pour décarboner les usages les plus difficiles à décarboner. Et donc pour ça, on développe et on a vocation à opérer des projets
de production de molécules bas carbone avec une molécule qui est le e-méthanol et l'autre molécule qui est le e-kérosène ou les SAF ou encore les carburants d'aviation durable. On a également, côté financement, donc, la chance d'être accompagné par nos actionnaires de référence, que sont Falcor et Volvé, et qui nous accompagnent depuis le départ et qui sont également impliqués opérationnellement dans le projet. Et on a également donc, nos partenaires financiers des fonds d'infrastructure Mirova et I24 qui nous accompagnent pour la suite de l'aventure. Donc Élise Énergie, on a un portefeuille de projets avec un programme européen pour produire des molécules bas carbone en France et en Espagne, avec plusieurs implantations en France. Donc une implantation sur le bassin de Lac, avec la production de e-kérosène et de méthanol sur le bassin industriel de Lac, et la production de méthanol sur la plateforme du GIE Osiris au sud de Lyon. Et ici, à Fos-sur-Mer, on porte le projet Néocarb que je vais vous présenter du coup plus en détail. Donc le projet Néocarb, c'est une plateforme industrialo-portuaire de molécules bas carbone avec la production d'hydrogène qui, combiné avec le CO2, va pouvoir produire du e-méthanol. Ce e-méthanol servira à décarboner l'industrie et le secteur du maritime. Et à partir du e-méthanol, on pourra produire également une autre molécule qui est le e-kérosène. Et ce e-kérosène, il servira à décarboner le secteur de l'aérien. On est donc au sein d'un écosystème existant qui est composé de la plateforme Picto et du port de Marseille-Fos, sur lequel on est sur ce territoire. Donc là, c'est ce que donnera le projet à terme, donc sur une parcelle qui est située au nord de la zone du Caban, avec les briques technologiques que sont donc la production de hydrogène, de e-méthanol et la production de e-kérosène. Donc maintenant, pourquoi Fos-sur-Mer et pourquoi la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer ? En fait, c'est parce qu'elle dispose déjà des infrastructures existantes. Donc c'est ce que disait Anastasia. On dispose déjà des infrastructures existantes qui permettent de faire ce projet. On dispose également d'un tissu industriel existant avec des compétences locales. Donc ça, c'est un atout également pour le projet. Et de services industriels et logistiques qui sont également là. Et pour nous, ce qui est important, c'est également la culture du risque industriel. Donc on est inséré au sein du PPRT Fos-Ouest et évidemment des installations portuaires existantes qui font que l'accueil d'un site Céveso comme la plateforme Néocarb fait tout son sens sur cette zone industrialo-portuaire. On dispose également d'un atout majeur, c'est juste la slide précédente, qui est la multimodalité du site, avec des dessertes terrestres, donc une voie ferrée qui est déjà présente au sein du site, et également une bande de pipes, donc des canalisations qu'on va pouvoir rejoindre pour aller importer et exporter nos produits, avec également la possibilité d'utiliser les voies maritimes et fluviales. Donc qui sont vraiment des atouts pour un projet de ce type. Je voulais également insister sur la dimension portuaire du projet, avec une implantation au sein du premier port de France qui permet d'avoir tout type de trafic et notamment les carburants. Et également, on est sur une zone qui a été jugée comme prioritaire pour la réindustrialisation et la décarbonation, donc comme on peut le voir aujourd'hui avec les différents porteurs de projets. Et on est au carrefour d'un hub hydrogène et d'un hub CO2 en construction avec les différents projets que sont Inframed et Rhône CO2. Donc on est au carrefour de ça et donc ça fait beaucoup de sens pour nous de se trouver sur cette zone industrielle portuaire.
Et pour revenir du coup sur les chiffres de Neocarb, donc on est sur une parcelle d'une 50aine d'hectares sur laquelle on va venir produire 3 molécules, de l'hydrogène, du méthanol et du kérosène, pour qui globalise en total environ 300 000 tonnes de molécules produites. On va aller éviter jusqu'à 300 000 tonnes de CO2, donc on est vraiment sur un projet de décarbonation. Et on va aller utiliser donc, de l'électricité pour produire notamment l'hydrogène avec un raccordement d'environ 400 MW. On va aller générer des flux portuaires jusqu'à 500 000 tonnes par an, en créant donc des emplois jusqu'à 150 emplois directs, et tout ça pour totaliser un investissement d'environ 1,5 milliard d'euros, donc un projet qui est conséquent. Et en ce qui concerne le calendrier et les prochaines étapes, donc on est actuellement dans la phase de concertation préalable, c'est-à-dire qu'on va présenter le projet au public, donc au sein du territoire. On a commencé donc hier avec notre première réunion de lancement, et ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, en 2025 et 2026, ce sera les études pour aller déposer les dossiers et le moment de l'instruction, pour arriver en 2027 à la décision finale d'investissement, qui donnera donc le top départ pour la construction de l'usine. Et donc on compte mettre en service l'usine à partir de 2030. Voilà, j'ai terminé, et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand pour poser vos questions. Merci beaucoup Maxime Vigo, chef de projet Neocarb. Marsegalia à présent, Guy Janssen, directeur associé, à la tribune. Bonjour à toutes et tous, et je souhaitais remercier Monsieur le maire de nous accueillir ici à ce business meeting. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre projet de transformation vers une décarbonation totale. Donc, on va commencer par nous présenter nous-mêmes, le groupe Marseille-Gaglia, qui a repris le site d'Ascométal au mois de juin 2024. Donc, le groupe Marseille-Gaglia est un groupe familial qui a été fondé dans les années 60 par Steno Marseille-Gaglia. Le groupe est aujourd'hui contrôlé par ses enfants, Antonio et Emma Marseille-Gaglia. Vous pouvez... La diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est un actionnariat entièrement familial, détenu par le frère et la sœur. Le groupe Marseille-Gaglia est l'un des leaders mondiaux des produits semi-ouvrés en acier carbone et en inox. Ce qui caractérise le groupe, c'est également une forte présence au niveau mondial. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, en quelques chiffres, c'est 6 milliards de tonnes produites, 7,5 milliards de chiffre d'affaires, 7800 collaborateurs et 36 installations sur les 4 continents, couvrant 15 000 clients. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, des ressources stratégiques tournées vers le service, une distribution mondiale et surtout une excellence opérationnelle et logistique. Slide suivant. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un acteur de premier ordre dans le domaine de l'acier. Donc, il couvre l'ensemble des secteurs, l'acier au carbone, la construction, les aciers spéciaux et les plaques. Actuellement, l'usine historique de Fos-sur-Mer est située dans le segment aciers spéciaux, mais devrait rejoindre la division acier au carbone dès 2027, quand le projet sera finalisé. Alors, comme je vous l'ai dit, une implantation mondiale, naturellement, qui a commencé à essaimer dans l'Italie du Nord.
Et en France, on a 2 localisations, une sur Lyon avec un important bureau commercial et l'unité industrielle située sur Fos-sur-Mer qui comporte actuellement 350 salariés. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, là, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est un leader dans la production des... Nous sommes actuellement, l'usine historique, un leader dans la production des aciers spéciaux. Aciers spéciaux, spécifiques, adressant des marchés extrêmement pointus, comme la défense, l'automobile, le ferroviaire. Suivant. Alors là, nous avons une illustration de l'usine actuelle qui sera transformée à l'orée de 2027. Nous avons actuellement, nous occupons une surface de 101 hectares, une capacité de production d'environ 130 000 tonnes par an. L'usine a été construite en 1973. Donc 325 collaborateurs directs et 150 co-traitants directement liés au process de fabrication. Donc cette usine historique est en fait déjà décarbonée depuis 1973, puisque nous utilisons un four électrique et d'autre part nous sommes déjà également en grande partie en économie circulaire, puisque nous utilisons des déchets de ferraille que nous refondons dans nos fours électriques. Donc nous sommes déjà dans une spirale vertueuse vers la décarbonation. Sur ce site, donc, nous avons, comme je l'ai dit, une aciérie électrique, 2 trains de laminage, un train de barres, un train de fil et 2 ateliers de finition fils et barres. C'est sur cette zone que non seulement l'usine historique sera pérennisée, mais accueillera une toute nouvelle usine dès 2027. Donc, ce plan-là, regardez-le bien, il va se transformer au fur et à mesure des années pour donner quelque chose de totalement différent à l'orée de 2027. Alors, je peux le dire d'ores et déjà, la nouvelle usine devrait fabriquer 2 millions de tonnes. Ça veut dire des transits de 2 millions de tonnes en entrée-sortie de l'usine, avec des effets extrêmement bénéfiques pour l'ensemble des acteurs socio-économiques locaux, notamment le port, puisque l'essentiel des matières premières et des produits finis retransiteront par le port ensuite. Donc c'est un magnifique projet. Alors, ce que nous fabriquons actuellement, ce sont des lingots, des billettes, des blooms rectangulaires, des barres rondes laminées et du filtre effilé. Donc, on adresse des segments de marché extrêmement pointus et exigeants, les roulements, la mécanique, beaucoup la défense, le ferroviaire et l'automobile. Alors, l'intégration dans le groupe Marcegaglia. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, il n'est pas anecdotique, il est très important pour nous de situer ou de resituer les valeurs du groupe Marcegaglia. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un groupe familial, avec un actionnariat familial, qui donne une grande agilité dans le processus de décision. J'ai vu des décisions prises en moins d'1 heure et demie. Une proximité managériale que j'ai rarement vue également, et surtout une extrême solidité et une extrême pérennité dans le mode de gouvernance. Ensuite, alors, donc effectivement, le projet de Marcegaglia s'inscrit totalement dans un projet de décarbonation totale par rapport aux méthodes traditionnelles. Et au travers des différentes présentations auxquelles j'ai pu assister, je ne doute pas un seul instant que nous allons trouver des synergies
avec nos futurs voisins du Môle central. Suivant, s'il vous plaît. Donc, effectivement, on va maintenant discuter un peu plus du projet en lui-même. On peut passer au slide suivant, ça va être plus parlant, voilà. Donc, c'est petit a la pérennisation du périmètre historique industriel, c'est-à-dire les 350 emplois existants et les contrats contractants actuellement sur site. Ça, c'est très important. Le site va se développer de la manière suivante. Donc, on va acquérir une coulée continue complète, ainsi qu'un nouveau laminoir, avec l'ensemble des équipements de finition. Le site, à l'horizon de 2027, devrait comporter entre 650 et 700 emplois. L'enveloppe d'investissement consacrée à ce projet est de 590 millions. 590 millions qui seront financés uniquement sur fonds propres. Il est très important de le dire. Donc, comme je l'ai dit, des transits en entrée-sortie de notre site de l'ordre de 2 millions de tonnes, par voie maritime, puis par ferroviaire jusqu'au site. Donc, et comme je l'ai dit précédemment, ça pourra bénéficier à l'ensemble des acteurs socio-économiques locaux. Donc, pour finir, voilà, je voulais encore tous vous remercier de votre présence. Et donc, nous vous attendons sur notre stand pour répondre à vos éventuelles questions. Merci à tous. Merci beaucoup, Guy Janssen, directeur associé Marsegalia. On poursuit. Rhône Énergie, avec une présentation à 3 voix. Hervé Fonlupt, directeur de la raffinerie de Fos-sur-Mer. Sergio Muno-Bové, directeur technique et projet. Et François Cerizet, DRH pour l'Europe, Rhône Énergie. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, nous vous saluons. Nous sommes particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions de l'accueil que vous avez bien voulu nous réserver. Et nous sommes d'autant plus heureux de le faire que, pour nous, bien entendu, c'est une première, puisque nous ne sommes, je dirais, opérateurs et propriétaires du site de Fos que depuis 3 semaines. Alors, on passe à la charte suivante. Voilà. Alors, je vous présente ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. À tout seigneur, tout honneur, Monsieur Fonlupt, Hervé Fonlupt, qui est le directeur du site, Sergio Munoz, qui est le directeur technique, et moi-même, qui suis le DRH. La présentation va s'articuler entre 3 intervenants, vous l'avez bien compris. Dans un premier temps, c'est naturel, présenter qui est Rhône Énergie, et puis ensuite, nous reviendrons sur l'histoire de cette raffinerie qui compte quand même beaucoup d'années d'existence, et surtout, nous terminerons sur la description de notre projet pour cette raffinerie, car nous avons un projet et il est extrêmement ambitieux. Alors, qui est Rhône Énergie ? Rhône Énergie, c'est le produit, je dirais, d'un consortium qui est composé de 2 partenaires, d'une part Antara et d'autre part Trafigura. Alors Antara est un spécialiste de l'opération de structure de raffinerie et Trafigura est un leader international dans le négoce des matières premières. Et donc la conjonction de ces 2 partenaires a donné naissance à la société que nous vous présentons aujourd'hui, Rhône Énergie. Une ambition, évidemment, comme toute société, mais pour nous, elle est importante, c'est exploiter des infrastructures énergétiques pour assurer de manière responsable l'approvisionnement en énergie des régions où nous sommes présents. Bon. Alors, de quels atouts disposons-nous ? C'est assez simple. Nous avons d'une part, et c'est particulièrement vrai de la part des partenaires,
une expérience solide de l'acquisition de raffineries. Donc c'est un sujet que nous maîtrisons. Deuxièmement, nous avons sur place une équipe opérationnelle qui est de très grande qualité et qui a accumulé des années d'expérience, et notamment à Fos, mais pas uniquement. Et enfin, nous sommes évidemment engagés dans la sécurisation de l'approvisionnement en énergie, la sécurité énergétique, et tout ceci s'accompagnant, bien sûr, de la réduction de l'intensité carbone. Voilà, ayant dit ça, donc je vais passer la parole à mes collègues qui vont développer ce que je viens de vous présenter. Bonjour à tous. Donc, nous allons essayer d'être un peu le trait d'union entre le projet Rhône Énergie, qui a racheté cette raffinerie qui est plus connue à Fos sous le nom de raffinerie Esso, ainsi que sur les projets de transition énergétique, car vous le savez certainement, cette raffinerie a été la première usine à s'implanter dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer en 1965. Comme en témoignent les images, nous étions un peu seuls au milieu du marais. Depuis, cela a bien changé. Donc cette usine a démarré en 1965 avec une phase de croissance jusqu'en 1973, puis une restructuration liée aux différents chocs pétroliers. Entre 1986 et 2011, l'essentiel des projets ont été consacrés à l'amélioration des performances environnementales de nos carburants et du site, avec la baisse régulière de nos émissions, ainsi que la réduction de la teneur en soufre de nos carburants. Depuis 2011, nous avons démarré l'incorporation de biocarburants dans les produits afin de réduire les émissions de CO2, tout en continuant à réduire notre consommation énergétique. Au total, la raffinerie a connu 7 phases de restructuration qui nous ont permis d'augmenter notre capacité de raffinage, de diversifier les différents types de pétrole que nous pouvons utiliser et de réduire notre empreinte environnementale. Cette usine a toujours su démontrer une grande capacité d'adaptation pour répondre aux défis énergétiques et environnementaux. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques qui a poussé Rhône Énergie à nous racheter et à démarrer un nouveau projet à partir du 1er novembre. Je passe la parole à Sergio sur la partie technique. Merci Hervé. Eh bien, c'est une belle histoire quand même, une belle aventure qui nous amène ici aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'une raffinerie, un site qui a plus de 50 ans, je dirais même plus que 60 ans d'histoire, a eu le temps de s'ancrer, de s'enraciner dans le tissu industriel, mais aussi social, économique, local et de la région. Mais ça implique quoi? Bien, déjà, la raffinerie a une situation géographique privilégiée à côté de la belle ville de Fos, au sein d'un bassin industriel dense et connecté à des infrastructures logistiques comme SPSE ou SPMR qui sont tout autour de nous. Mais la raffinerie est avant tout un modèle de performance industrielle et d'excellence opérationnelle au service du client. Nous avons une capacité de raffinage de barils de 140 000 barils par an, ce qui veut dire à peu près 7 millions de tonnes par an de production, ce qui représente 13% de la capacité de raffinage en France, ce qui n'est pas rien. Mais la raffinerie n'est pas seulement performante, elle est aussi très enracinée dans les tissus économiques et sociaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on génère à peu près 600 emplois, un peu plus de 600 emplois, entre direct et indirect. Au-delà de l'emploi, c'est des retombées économiques qui ne sont pas mineures, environ 80 millions. Et nous sommes un acteur social, nous privilégions un dialogue transparent et ouvert, ce qui nous permet d'établir des partenariats solides avec les collectivités, les associations et les institutions. Nous sommes aussi des membres adhérents à l'association PICTO, qui porte les projets Sirius de décarbonation de la zone industrielle. Vous l'aurez compris, la raffinerie est bien plus qu'un simple acteur ou un employeur. On est un élément clé de la dynamique régionale en termes d'emploi, en termes d'économie et de durabilité. C'était le cas avant, et ça va être le cas aujourd'hui avec Rhône Énergie, qui compte bien poursuivre dans cette direction. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de la raffinerie, on va en parler un peu plus. Alors, nous avons la fierté d'opérer cette raffinerie, je disais, depuis plus de 60 ans, en fait, de manière sûre, fiable et durable. Mais ça veut dire quoi, au fond? De façon simple, nous avons des alimentations qui sont sur la gauche,
que nous allons transformer au travers de nos procédés chimiques, catalytiques, en des produits finis et des composants. C'est quoi nos alimentations? Eh bien, les gros de nos alimentations, ça va être du pétrole brut qui va venir un peu de partout dans le monde, dans des bateaux, des gros cargos que vous voyez au large souvent. Mais nous avons de plus en plus des matières d'origine biologique que nous allons incorporer dans nos produits finis. Produits finis qui souvent finissent dans vos voitures. Tout ça, on le fait passer à travers l'usine, mais on ne fait pas que des combustibles. Dans la palette des produits que nous produisons, nous faisons des composants pour les industries chimiques, comme les propylènes, comme les naphtas, vers les vaporcrackers. Nous faisons les combustibles et nous faisons aussi des composants et du fuel lourd qui partent à l'export. En tout, vraiment un outil flexible, adaptable et au service de ses clients depuis plus de 60 ans. Comme vous l'avez compris, notre projet, le projet de Rhône Énergie, est d'inscrire la raffinerie dans le long terme. Pour cela, nous avons 3 priorités. La première d'entre elles est d'investir dans les ressources humaines qui font la force de cette usine depuis 60 ans. Ensuite, nous souhaitons renforcer la compétitivité et la durabilité du site en réduisant son empreinte carbone et en investissant dans des projets pour produire des carburants renouvelables. Notre marché est un marché très compétitif. Les raffineries françaises sont soumises à la pression internationale et aux contraintes environnementales, ce qui nous impose une recherche permanente d'amélioration. Enfin, nous allons bien sûr capitaliser sur nos solides performances opérationnelles afin de maintenir l'excellence opérationnelle, tout en renforçant la sécurité des procédés et des équipes. Depuis toujours, dans cette usine, nous croyons dans l'objectif que personne ne se blesse. Nos engagements, notre priorité s'accompagne d'engagements sociaux très forts. Le projet a repris 100% des emplois actuels et nous allons développer les fonctions support, en particulier les fonctions ressources humaines, finances, achats. Sur le plan environnemental, nous allons poursuivre l'amélioration constante de nos performances, tant en termes d'émissions qu'en termes de réduction de production de CO2. Enfin, concernant les chantiers à venir, il est clair que, étant Rhône Énergie depuis seulement 28 jours, nous devons encore travailler avec nos actionnaires pour préciser ces projets, mais nous pouvons d'ores et déjà dire qu'ils vont s'articuler autour de 3 axes principaux. La transition de nos alimentations vers des charges biogéniques que nous allons coprocesser avec les charges fossiles, avec la possibilité de traitement avec de l'hydrogène bas carbone. Nous sommes donc très intéressés par tous les projets actuels de la zone de Fos qui peuvent produire de l'hydrogène bas carbone. Enfin, nous allons poursuivre l'amélioration de nos performances énergétiques et environnementales. Enfin, un 3e élément concerne la sobriété hydrique, qui est un challenge, même si 2024 semble être une année un peu atypique en termes de précipitations. Ces initiatives s'inscrivent dans une transition progressive et maîtrisée. Nous aurons l'occasion, j'en suis certain, de pouvoir présenter nos projets de façon plus concrète prochainement. En guise de conclusion rapide, Rhône Énergie et la raffinerie de Fos-sur-Mer s'engagent à relever les défis de demain avec responsabilité et ambition. En plaçant l'innovation, la durabilité et l'humain au cœur de nos actions, nous souhaitons contribuer à un avenir énergétique plus sûr et plus durable. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à venir sur notre stand. Merci beaucoup, Rhône Énergie, Hervé Fonlupt, Sergio Muno-Beauvais, François Cerizet. 8e présentation, 8e et dernière, GF Biochemicals, Jean-Philippe Gendarme, directeur industriel France. Bonjour à tous et merci à Monsieur le maire pour son invitation, ce qui va me permettre de parler pour la première fois du projet GF Biochemicals sur la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer. Donc mon propos va se tenir en 3 parties. Une partie d'abord, présentation rapide de l'entreprise, ensuite les produits et marchés de l'entreprise, et pour terminer, bien sûr, étant à une réunion de business meeting, les grandes caractéristiques du projet d'usine à Fos-sur-Mer. Donc, quelles sont les grandes tendances qui ont conduit à la création de la société GF Biochemicals, qui est une start-up désormais basée dans le sud-est de la France?
5 tendances de fond. La première, une exigence toujours plus importante des consommateurs pour les produits d'origine biosourcée. La deuxième, des réglementations françaises et européennes qui se durcissent de plus en plus et qui demandent et qui écartent progressivement certains produits historiques vers des produits d'origine plus biosourcée. Troisièmement, des entreprises également qui, sentant la tendance du marché, s'orientent naturellement vers cette décarbonation. L'exemple d'Unilever est extrêmement important à ce titre compte tenu de la taille de cette entreprise. Et pour terminer, quatrième pilier important, c'est l'interdiction progressive de certains produits qui conduisent à un remplacement par des produits qui seront beaucoup plus biosourcés. Alors, parler d'une entreprise, c'est parler des personnes, et parler des personnes, c'est en particulier parler du fondateur. Alors, je vais faire un petit clin d'œil parce que Mathieu Flamini, qui est le fondateur, le cofondateur de l'entreprise, est un enfant du pays puisqu'il a grandi à Marseille, il a fait ses études à Marseille, et pour ceux qui connaissent le sport, en territoire de sport, puisque le territoire de Fos-sur-Mer est un territoire très orienté vers le sport, Mathieu Flamini, ancien joueur de l'équipe de France, qui a joué à l'OM et dans des grands clubs européens. C'est un sportif, mais pas seulement un sportif, puisqu'il a eu d'autres engagements, comme vous pouvez le voir. En particulier, il a participé au comité d'excellence environnementale pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Entre autres engagements également, entre ses activités de footballeur professionnel, il a aussi créé une entreprise. Alors parlons maintenant de cette entreprise. C'est une entreprise qui est relativement jeune, 11 ans aujourd'hui, donc création en 2013. Dès 2014, c'est une entreprise qui a développé ses procédés propriétaires pour pouvoir se développer industriellement dans le futur. Croissance rapide avec création de 2 antennes aux États-Unis, Nord-Amérique et en Europe à Anvers. Croissance des ventes en 2021, croissance de l'entreprise qui appelle donc des besoins de fonds, donc levée de fonds en 2022. Orientation sur la zone française sud-est en 2023 avec 2 choses, rapatriement du siège social à Aix-en-Provence et également création de son centre de recherche à Aix-en-Provence. Et 2024, une nouvelle image Rechemistry que vous pouvez voir à l'écran. L'entreprise, qui est une start-up, mais qui a déjà des positions très élargies au niveau géographique, puisqu'elle a une présence en Amérique du Nord, une présence en Asie et en Europe, présence importante, comme vous l'avez compris, dans le sud-est de la France, mais aussi aux Pays-Bas. Et deuxième point extrêmement important, c'est une société, malgré son jeune âge, qui a déjà développé des moyens de production en Inde avec un partenaire, mais également aux Pays-Bas. Donc en résumé, la société GF Biochemicals, c'est une société avec une création de valeur unique, avec 5 forces importantes. D'abord, une propriété industrielle très forte, plus de 200 brevets propriétaires, tant dans les procédés que dans les applications. Une chimie durable qui va permettre la décarbonation des activités progressivement, des produits de haute performance, des produits qui sont déjà commercialisés aujourd'hui, mais qui vont l'être encore plus demain grâce au projet de construction d'usine à Fos-sur-Mer, dont je vous parlerai dans quelques instants. Et pour terminer, les marchés adressés pour les solvants biodégradables et biogéniques de GF Biochemicals sont extrêmement importants. Donc maintenant, s'agissant des produits qui sont commercialisés par GF Biochemicals, 4 marchés importants adressés: le marché des revêtements, le marché des produits d'entretien, les cosmétiques et l'agroalimentaire et l'agrochimie, pour un chiffre d'affaires mondial estimé à 100 milliards d'euros. Je vous rassure, 100 milliards de dollars, je vous rassure, hein, ce n'est pas le chiffre d'affaires que prévoit GF Biochemicals, mais le marché potentiel adressable est extrêmement important. Et sur ces marchés, GF Biochemicals va se développer
particulièrement pour remplacer des solvants nocifs ou toxiques, augmenter la teneur en carbone biogène des produits formulés. Pour terminer, il apporte, les solutions de GF Biochemicals apportent des solutions intrinsèques extrêmement nouvelles et performantes pour ses futurs clients. Les activités de GF Biochemicals, finalement, c'est la décarbonation de la chaîne de valeur. Donc, comme vous pouvez le voir, les matières principales sont issues de déchets agricoles que nous travaillons pour produire les différentes qualités de solvants biosourcés de GF Biochemicals. Ces produits sont utilisés par nos clients dans les différents marchés adressés et, in fine, compte tenu de la biodégradabilité de ces produits retournent à la nature, ce qui boucle, la boucle est bouclée. En termes de qualité, de propriété, deux points importants. D'abord, le contenu, le faible effet à gaz à effet de serre des produits développés par GF Biochemicals. Et vous voyez sur la présentation la comparaison des gaz à effet de serre des produits développés par GF Biochemicals et des produits concurrents de la pétrochimie. Donc vous voyez qu'il y a une forte diminution des émissions à effet de serre. Et le deuxième point, c'est le contenu biogénique extrêmement important des solvants développés par GF Biochemicals, qui sont entre 60 et 100% de la matière. Et avec les nouveaux grades que nous travaillerons ces prochaines années, nous aspirons pour toutes les qualités à passer, à tendre vers le 100% biogénique pour tous ces produits. Pour terminer, le projet de Fos-sur-Mer, alors je vais vous le dire tout de suite, c'est un projet beaucoup plus petit que tous les projets dont vous avez pu entendre parler juste avant. Donc c'est un projet qui s'inscrit parfaitement dans son environnement. Les principaux atouts qui ont été retenus pour choisir cette plateforme industrielo-portuaire à Fos-sur-Mer sont les suivants. D'abord, disponibilité de foncier, ce qui n'est pas toujours le cas, en particulier en France. 5 hectares, avec des faibles enjeux environnementaux, certains comprendront ce à quoi je fais référence, une forte intégration industrielle avec des partenaires, avec un partenaire clé existant qui est Chemoine, où nous allons partager des services et des utilités, un tissu industriel de premier rang qui va nous permettre de nouer d'autres partenariats. Des discussions sont déjà en cours avec plusieurs entreprises locales. La forte culture industrielle et risque industriel, tant des industriels mais aussi des populations. Un soutien efficace qui a été apporté tout au long du développement de notre projet par les collectivités, par les différents services de l'État, l'association Picto et le Grand Port Maritime de Marseille. Et bien sûr, la proximité du centre de recherche de R&D ouvert en 2023 qui va nous permettre d'apporter une assistance très efficace à notre usine. Le projet en quelques chiffres, donc je suis désolé, les chiffres sont moins grands, mais bon, tout a son importance. D'abord, la capacité de production, 30 000 tonnes par an de solvants d'origine biosourcée, de qualité produite dans un premier temps, un investissement d'environ 55 millions d'euros. Le démarrage, je ne vous présente pas le planning parce que vous savez que ce qui est important, c'est la date de démarrage et tous les projets se ressemblent. Donc, démarrage mi-2027, effectif 45 emplois directs pour 5 hectares. C'est pas mal, 10 salariés par hectare, c'est une bonne densification également en termes de création d'emplois. Et pour terminer, nous travaillons également sur la deuxième phase de notre projet qui permettra de construire une deuxième unité autour de 2030. Donc juste pour positionner notre projet, donc vous voyez sur la carte une partie de la zone industrielle-portuaire, la plateforme de Chemoine de 180 hectares, la petite parcelle de GF Biochemicals de 5 hectares et l'Ardars 2 pour ceux qui connaissent parfaitement le territoire pour bien se repérer. Et puis, vous verrez également à l'écran le projet d'implantation du site qui est déjà très bien avancé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Philippe Gendarme, directeur industriel France de GF Biochemicals. Voilà, c'est la fin de ces interventions. La salle est désormais à vous pour échanger, pour vous rencontrer.